Le Japon, un archipel entre modernité et tradition ancestrale, a vu une transformation fondamentale avec l'arrivée d'une croyance étrangère, le bouddhisme. Un changement si profond qu'il a façonné à la fois la culture, la politique, la société du pays. Mais comment le bouddhisme a-t-il trouvé sa place dans ce pays très différent de l'Inde ou de la Chine d'où il arrivait? Pourquoi cette rencontre a-t-elle été si significative pour l'histoire du pays? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer ensemble les débuts du bouddhisme au pays du soleil levant, les résistances qu'il a rencontrées et surtout l'empreinte qu'il a laissée. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de l'une des rencontres culturelles les plus importantes de l'Asie et surtout à découvrir l'un des deux piliers de la croyance japonaise. Vous êtes prêts? C'est parti. Chapitre 1. Les origines du bouddhisme. Le bouddhisme est né au 5e siècle avant notre ère, dans le royaume de Shakyamuni, un tout petit état au nord de l'Inde. Et il s'est fait avec l'éveil de Siddhartha Gautama, qui n'était autre qu'un prince de l'époque, qui s'est vu interdire par son père d'aller fréquenter le peuple. Seulement, Siddhartha a décidé de désobéir. À un moment donné de sa vie, il est allé voir le peuple, il a quitté son palais, et il s'est rendu compte qu'au contraire de lui, qui a toujours vécu dans un palais somptueux, la population vivait dans la pauvreté la plus désastreuse. Chose que notre jeune prince ignorait, ce qui fut donc un choc pour lui. Mais ce choc est très important, parce que c'est de là qu'il a décidé de détacher toute importance à tout bien matériel, et de se concentrer sur l'éveil spirituel. C'est après avoir atteint le nirvana qu'il devient Bouddha, au 6e siècle avant notre ère. Ce dernier porte un enseignement basé sur les 4 nobles vérités. La souffrance, son origine, la cessation, et la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Bouddha enseigne que la souffrance est universelle, et que l'atteinte du nirvana par la méditation et la compréhension de soi permet de se détacher du cycle des renaissances. C'est alors que le bouddhisme se répand très rapidement au sein de l'Inde, notamment grâce à l'empereur Ashoka au 3e siècle avant notre ère, qui a fait du bouddhisme la religion d'État. Et c'est à partir de là que la diffusion vers l'Asie centrale, la Chine et la Corée se fait de façon beaucoup plus simple et naturelle, surtout grâce aux routes commerciales, non seulement grâce à la route de la soie. Mais pour ce qui nous intéresse, pour le Japon, le bouddhisme n'est à ce moment-là que quelque chose de très loin, très distant. Parce que oui, le Japon se trouve à l'extrémité orientale de l'Asie, ils n'en ont toujours pas entendu parler. Ou en tout cas, jusqu'à ce que ça franchisse le détroit de Corée. Chapitre 2. L'introduction du bouddhisme au Japon. Le bouddhisme arrive au Japon 1200 ans après l'éveil de Siddhartha, au 6e siècle. Mais cette période-là n'est pas forcément la plus propice à l'introduction d'une nouvelle croyance, parce que le Japon est dans un contexte militaire et politique très compliqué. Parce que oui, à ce moment-là de l'histoire, le Japon est divisé en plusieurs régions, chacune dirigée par des clans rivaux et se battant pour prendre le contrôle des régions voisines. Le plus puissant d'entre eux, le clan Yamato, basé à Nara, ils cherchaient vraiment à étendre leur pouvoir sur l'entièreté de l'archipel, sans exception. Cependant, d'autres clans comme les clans Soga, Nakatomi ou Mononobe voyaient ça d'un très mauvais œil et n'étaient pas prêts à laisser passer leur coin de terre. Les luttes étaient très fréquentes et surtout très violentes, et la rivalité entre ces familles avait un réel impact et une réelle influence sur comment le bouddhisme serait perçu dans l'archipel nippon. Le clan Soga, avec son influence croissante, devient un élément clé de l'introduction du bouddhisme au Japon. En 552, un élément crucial se produit. Le roi Baekje, un royaume coréen, allié du clan Soga, envoie au prince Shotoku une petite statue en bronze de Bouddha, ainsi qu'un texte bouddhiste. Et ce geste, aussi inodin soit-il, marque l'arrivée officielle et les débuts du bouddhisme au Japon. Cependant, la résistance est forte, car oui, il y a déjà une croyance en place au Japon à ce moment-là, le shintoïsme. Et le clan Mononobe, qui détient le pouvoir des rituels shintoïstes, n'est pas prêt à laisser passer une nouvelle croyance qui risque de menacer son pouvoir. Ils estiment qu'une religion étrangère pourrait perturber l'ordre établi et surtout minimiser leur impact et le pouvoir qu'ils ont vis-à-vis du shintoïsme. Les tensions sont exacerbées par les querelles de pouvoir entre les familles, ce qui fait que le bouddhisme devient un terrain de guerre politique et culturelle pour la domination spirituelle et aussi le contrôle de la société. En 585, un conflit éclate entre les partisans du bouddhisme, soutenus par le clan Soga, et les partisans du shintoïsme, soutenus par le clan Mononobe. Le conflit engendre une guerre qui se termine en 587, guerre dont les Soga sortent victorieux. Cette victoire est cruciale, elle marque non seulement la défaite du clan Mononobe, certes, mais elle marque quelque chose de bien plus important. L'arrivée du bouddhisme dans la cour impériale, et cette arrivée a un impact majeur sur la structure du pouvoir au Japon. Après la victoire des Soga, le bouddhisme devient une religion d'État, au même titre que le shintoïsme. On démarre la construction de temples, on envoie des émissaires en Chine, en Inde, apprendre tous les préceptes du bouddhisme, aux sources du bouddhisme.
de façon à pouvoir mieux diffuser tout ça au sein du Japon. Chapitre 3. Les résistances et les conflits. Malgré la victoire des Soga et l'assimilation croissante du bouddhisme dans la société japonaise, la méfiance vis-à-vis de la croyance venue d'ailleurs persiste. Même si beaucoup d'empereurs, comme par exemple l'empereur Yomei, apportent leur soutien, beaucoup voient ça d'un mauvais œil et la croyance reste quand même contestée, surtout par les anciens clans shintoïstes et par les partisans de croyances locales. Chaque débat entre les partisans et les opposants du bouddhisme finit en conflit, parce que tout simplement chacun d'entre eux cherche à obtenir plus de pouvoir. Parce que oui, il s'agit bien là d'une lutte politique. Mais bien évidemment, le conflit le plus récurrent reste celui du shintoïsme contre le bouddhisme, parce que le shintoïsme étant la religion native du Japon, les gens sont pas vraiment prêts à la laisser tomber ou à la remplacer par une autre. Religion qui est profondément ancrée dans les valeurs de la société japonaise, certains voient dans le bouddhisme une menace concrète à ses croyances traditionnelles. C'est pour ça que les prêtres shintoïstes s'opposent vivement à l'arrivée du bouddhisme, parce que pour eux, ils jugent que ça pourrait être un acte d'offense envers les dieux, de vénérer quelqu'un d'autre, même s'il s'avère c'est de vénérer un être humain qui s'est éveillé. Certains événements ont fortement marqué et surtout renforcé cette pensée. En 585, une épidémie dans la cour impériale a eu lieu, et les prêtres shintoïstes ont mis en avant que c'était parce qu'ils avaient rejeté les dieux japonais pour croire au bouddhisme. Il y a eu des conséquences, beaucoup de moines bouddhistes ont été persécutés, de statues ont été détruites, et surtout de livres et écrits du bouddhisme ont été brûlés. Mais malgré toutes ces résistances, le bouddhisme a quand même réussi à faire sa place et à s'imposer dans la société japonaise. Grâce à des figures influentes comme le prince Shotoku dont on a déjà parlé, qui avait pour but concret d'utiliser cette nouvelle croyance comme un outil pour unifier le Japon. Chapitre 4. L'expansion et l'intégration du bouddhisme. Au fur et à mesure que la situation se stabilise, surtout avec la victoire des Soga et avec l'affirmation du pouvoir impérial, le bouddhisme prend de plus en plus sa place et s'étend de plus en plus au Japon, notamment sous le règne de l'empereur Shomu, qui ordonna la construction du Bouddha géant de Nara, qui est vraiment un monument colossal symbolisant la puissance de la région. Mais l'expansion du bouddhisme ne se fait pas uniquement que par la politique impériale, les moines bouddhistes ont aussi un rôle énorme à jouer là-dedans, tout simplement parce qu'ils voyagent de village en village, construisant des temples et gagnant le respect des populations locales, via leur connaissance en médecine et leur capacité à organiser des rituels pour apaiser les esprits. Mais les moines n'imposent pas la croyance bouddhiste, ils s'adaptent aux croyances locales, ils prennent des éléments du shintoïsme qui viennent intégrer au bouddhisme de façon à simplifier l'adaptation et à éviter le rejet des populations. L'un des premiers grands centres bouddhistes au Japon est le temple Horyuji, fondé par le prince Shotoku lui-même, et ce temple toujours debout aujourd'hui est l'un des plus anciens édifices en bois que l'on puisse connaître, et il représente tout simplement l'implantation durable du bouddhisme au Japon. Toutefois, l'intégration du bouddhisme ne signifie en aucun cas la disparition du shintoïsme, au contraire, les deux religions coexistent et finissent même par fusionner dans ce qui va s'appeler le syncrétisme Shinbotsu Shugo. Les temples bouddhistes commencent à intégrer des sanctuaires shintoïstes et les sanctuaires shintoïstes commencent à intégrer des statues de Bouddha. Cette fusion marque vraiment la spiritualité japonaise et perdurera jusqu'au XIXe siècle lors de l'ère Meiji où une séparation des religions sera forcée. Chapitre 5. La diversification et les écoles bouddhistes. Au fil des siècles, le bouddhisme japonais a connu de multiples transformations. Depuis son adoption par l'aristocratie, il s'est démocratisé et diversifié au sein de la population japonaise, marquant l'histoire spirituelle japonaise à jamais. Et ces transformations sont pas anodines, elles marquent vraiment l'évolution de la société japonaise, démarrant par le besoin impérial, passant par le besoin militaire avec les samouraïs, et ensuite se développant au sein de la population qui avait besoin de quelque chose auquel se raccrocher. L'époque Kumakura est vraiment un tournant décisif au sein du Japon, beaucoup de guerres civiles éclatent, et surtout l'instabilité sociale pousse les Japonais à chercher une réponse dans les voies spirituelles. Et c'est à ce moment-là que le bouddhisme change, ça devient quelque chose de beaucoup plus accessible et surtout axé sur le développement individuel. Le premier mouvement majeur de cette époque, l'apparition du bouddhisme de la terre pure, le Jōdōshū, fondé par Onan. Contrairement aux enseignements complexes des moines de la cour, Onan lui propose une voie très simple vers l'illumination. La foi en Amida, le Bouddha de la lumière infinie. Selon lui, il suffit de réciter le Nembutsu pour avoir accès finalement à la terre pure et donc au paradis infini. L'impact est colossal, les classes populaires qui n'avaient ni le temps ni les moyens d'étudier les textes sacrés ou de financer des rituels très fastidieux adoptent cette croyance immédiatement. C'est une promesse de salut pour tous, peu importe la classe sociale, le Jōdōshū représente vraiment une révolution religieuse. Et c'est avec Shinran, disciple d'Onan et fondateur du Jodo Shinshu, bouddhisme de la vraie terre pure, que cette croyance atteint vraiment son apogée. Parce que Shinran va encore plus loin et dit même que les criminels ou les personnes jugées indignes, en ayant foi en Amida, peuvent trouver le salut éternel. Ce qui a eu pour résultat de briser l'élitisme que le bouddhisme avait jusqu'à présent et d'ouvrir cette croyance à encore plus de monde. Et aujourd'hui encore, le Jodo Shinshu est l'une des écoles bouddhistes les plus populaires au Japon, comptant des millions de pratiquants. Mais à peu près à la même époque, un courant venu de Chine s'est redirigé vers le Japon, le bouddhisme zen,
qui lui est plus penché sur la méditation et la recherche de l'illumination plutôt que sur la contemplation des textes sacrés. Le zen, introduit par Eisai, fondateur de l'école Rinzai, qui insiste sur le konan, des énigmes paradoxales destinées à briser la logique rationnelle et à provoquer l'éveil. Et son approche va beaucoup séduire une classe en particulier, la classe des samouraïs, tout simplement parce que ça correspond d'un point de vue philosophique à leur façon d'être discipliné, calme, penché sur la méditation. Un troisième courant émerge avec Nichiren, qui est très radicalement différent des autres maîtres bouddhistes qu'on a vus jusqu'à présent. Nichiren pense que seule la récitation du Sutra du Lotus peut emmener à l'illumination et rejette l'entièreté des autres croyances bouddhistes. Il va même aller jusqu'à attaquer les autorités religieuses, ce qui lui vaudra quelques persécutions. Mais malgré toutes les persécutions et les oppositions, le Nichiren-shu va trouver sa place au sein des classes populaires et militaires, tout simplement parce qu'il voit en cette croyance une force de conviction. Nichiren affirme que tout le Japon doit adopter son enseignement s'ils veulent éviter les catastrophes naturelles et les envahissements. Et chose assez ironique, c'est que quelques années après sa mort, les Mongols essaient d'envahir le Japon. Vous vous en doutez bien, les disciples de Nichiren se sont empressés de dire qu'il avait raison et qu'il fallait l'écouter depuis le début. Mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le bouddhisme japonais n'est jamais figé. Il évolue avec son temps et surtout avec les besoins de sa société. À son arrivée, c'était quelque chose de très aristocratique, mais au moment médiéval, c'est devenu quelque chose de très populaire. Aujourd'hui encore, toutes ces écoles coexistent et ils ont toutes laissé leur empreinte profonde sur la société japonaise. Comme par exemple avec les immenses statues d'Amida qu'on va pouvoir voir dans certains temples, ou les jardins zen qu'on va pouvoir voir dans d'autres. Conclusion. L'impact du bouddhisme au Japon. Le bouddhisme a profondément marqué l'histoire nippone de son intégration assez timide au VIe siècle, en passant par les conflits, les résistances qu'il a subies, jusqu'à devenir une composante essentielle de l'archipel et à influencer l'art, la philosophie et la façon de penser des Japonais jusqu'à l'ère actuelle. Parce que oui, même encore aujourd'hui, le bouddhisme est une partie intégrante de la vie japonaise. Que ce soit à travers différents rituels, différents festivals ou tout simplement avec la philosophie, les Japonais n'abordent plus du tout la vie et la mort de la même façon depuis que le bouddhisme est arrivé. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout l'histoire du bouddhisme au Japon. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Si vous êtes encore là, je me dis que oui. Je vous laisse mettre un commentaire si ça vous a plu, me dire ce que vous aimeriez voir ensuite. Lâchez un like, lâchez l'abonnement, activez la cloche. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo pour découvrir de nouvelles choses sur le Japon. Ciao.